Modibo Keïta fait sans aucun doute partie des grandes étoiles que l'Afrique a connues. Avec toutes les pressions auxquelles le Mali était assujetti, ce qu'il a réalisé dans ce pays relève à la limite du miracle. Cependant, il a dû faire face à l'opposition de la France et de ses alliés. Et comme tout grand leader africain de son temps, il a malheureusement été trahi par l'un de ses compatriotes et a fini par être assassiné. Cette vidéo retrace le parcours d'un véritable digne fils de l'Afrique. Son histoire est vraiment fascinante et inspirante. Je vous prie alors de rester scotché jusqu'à la fin. L'histoire de Modibo Keïta, c'est maintenant. Avant de plonger pleinement dans l'histoire de Modibo Keïta, j'aimerais d'abord, avec votre permission, bien définir le contexte historique. Entre le 4e et le 16e siècle, le territoire actuel du Mali fait partie de plusieurs puissants empires d'Afrique de l'Ouest, tels que l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai qui domine le commerce transsaharien de l'époque. Lors du partage européen de l'Afrique au 19e siècle, la région est colonisée par l'empire colonial français et devient connue sous le nom de Soudan français. Lors du référendum du 28 septembre 1958, les électeurs du Soudan français votent massivement en faveur de la création de la République soudanaise au sein de la communauté française. À la fin de cette année 1958, le Dahomey, la Haute-Volta, le Sénégal et la République soudanaise se regroupent et forment la Fédération du Mali. Mais au début de l'année 1959, le Dahomey et la Haute-Volta quittent la Fédération. Le Sénégal et la République soudanaise restent unis et le 4 avril 1959, ils écrivent la constitution de la nouvelle Fédération du Mali qui accède à l'indépendance le 20 juin 1960. Le 20 août 1960, 2 mois seulement après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal sous la direction de Léopold Sédar Senghor se retire de la Fédération du Mali et proclame son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise déclare également son indépendance. Elle devient la République du Mali et le président de la République est Modibo Keïta. Modibo Keïta naît le 4 juin 1915 à Bamako Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français. Fils de Daba et de Fatoumata Kamara, il appartient à une famille malinké. De 1925 à 1931, il fréquente l'école primaire de Bamako. En 1931, il entre à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed. Et en 1934, il poursuit ses études à la prestigieuse école normale d'instituteurs William Ponty de l'île de Gorée à Dakar au Sénégal. Ses professeurs le remarquent comme un excellent élève, mais aussi comme un agitateur anti-français à suivre de très près. Il sort major de sa promotion en 1936 et devient instituteur. Comme il est déjà identifié comme un agitateur anti-français, pour ses premières années de service, les colons l'envoient enseigner en Brousse. Plus tard, il est affecté à Bamako, Sikasso et Tombouctou. Très rapidement, Modibo s'engage activement dans plusieurs associations. Avec Mamadou Konaté, il fonde l'association des lettrés du Soudan qui évolue plus tard pour devenir le foyer du Soudan. Il participe activement aux activités culturelles et dirige le groupe Art et Travail. En 1937, il crée le syndicat des enseignants de l'Afrique occidentale française en collaboration avec Ouzin Coulibaly, originaire de la Haute-Volta. Quelques années plus tard, en 1943, Modibo et son ami Jean-Marie Koné fondent la revue L'Œil de Kénédougou où il exprime des critiques à l'encontre du pouvoir colonial. L'administration coloniale accueille alors très mal ces critiques et Modibo est victime de nombreuses répressions. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous la contrainte de l'ONU et de la montée du nationalisme dans les colonies, la France autorise alors les colonisés à fonder des partis politiques. En 1946, Modibo Keïta fonde tout d'abord le Parti démocratique du bloc soudanais. Puis, il fusionne son parti avec le bloc démocratique soudanais de Mamadou Konaté et avec une aile dissidente du Parti progressiste soudanais PPS, alors dirigé par Fili Dabo Sissoko. Le 22 octobre 1946, cette fusion est finalisée sous le nom de Union soudanaise. Il est le secrétaire général et Mamadou Konaté le président. Et ce nouveau parti, l'Union soudanaise, devient alors la section soudanaise du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui se bat alors à ce moment contre l'ordre colonial sur le continent. Dans la région de Sikasso, Modibo se fait défenseur des paysans et va jusqu'à rédiger une lettre au ministre de la France d'Outre-mer pour dénoncer le régime esclavagiste que l'administration coloniale fait vivre aux habitants de Sikasso. Considéré par le régime colonial comme un dangereux opposant, il est incarcéré sans aucune raison à la fin de l'année 1946. Il manque alors les élections législatives de novembre 1946. Malgré que son principal opposant Fili Dabo Sissoko est favorisé par les colons et par les chefs traditionnels, son parti réussit néanmoins à gagner une place de député à l'Assemblée nationale française. Et le 28 novembre 1946, son ami Mamadou Konaté est élu député du Soudan à l'Assemblée française. 2 ans plus tard, en 1948,
Modibo est élu conseiller général du Soudan français au titre de la circonscription de Bamako-Kita. En 1953, il est élu conseiller de l'Union française. Et le 19 janvier 1956, il est élu député de l'Assemblée nationale française dont il devient l'un des vice-présidents. Le 26 novembre de cette même année, il devient maire de Bamako. L'année suivante, il siège 2 fois comme secrétaire d'État dans le gouvernement français de la 4e République. Il est tout d'abord secrétaire d'État à la France d'outre-mer du gouvernement Maurice Bourgès-Monory, puis il est secrétaire d'État à la présidence du conseil du gouvernement Félix Gaillard. Malgré toutes ces nominations, il continue à faire des critiques très pointues aux administrations coloniales en Afrique. Et au sein du RDA, il exprime son panafricanisme en évoquant la création d'une fédération. En effet, à partir de 1957, Modibo défend l'idée selon laquelle les pays doivent s'unir pour une Afrique forte qui pourrait réclamer son indépendance et devenir aussi une puissance mondiale. Il mentionne cependant que chaque pays n'a pas un grand nombre d'intellectuels et que l'union permettrait le rassemblement de tous ces cadres de chaque entité pour diriger un seul État. Certains sont favorables à son idée et d'autres s'opposent fermement. La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français, a rencontré dans ces 2 années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un État unique, ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant? Et il y avait là un débat très, très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Houphouët, par exemple, était très hostile à la fédération et il voulait absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Je dois dire que les Mauritaniens avaient la même idée. Alors au contraire, Modibo Keïta et à l'époque Léopold Senghor étaient favorables, eux, à la fédération. Pour un petit zoom sur la situation, après l'adoption de la loi cadre de fer, le débat sur le fédéralisme divise la classe politique africaine. Lors du congrès du Rassemblement démocratique africain RDA au collège technique de Bamako du 25 au 30 septembre 1957, Félix Houphouët-Boigny et la section ivoirienne du parti prônent l'indépendance de chaque pays africain vis-à-vis des autres, s'opposant ainsi au fédéralisme proposé par Modibo Keïta. Le 15 février 1958, certains partis africains réunis à Paris au Palais Bourbon décident de ne pas se rassembler sous la bannière du RDA. À Dakar le 28 mars suivant, ils fondent le parti du regroupement africain PRA en opposition au RDA. Ils prônent alors une unité fédérale africaine et provoquent ainsi la colère de la Côte d'Ivoire. 2 mois plus tard, en mai 1958 en France, Charles de Gaulle revient au pouvoir et en collaboration avec Félix Houphouët-Boigny, il met sur pied son projet de communauté française qui unifierait la France et ses anciennes colonies. Cependant, cette initiative ne répond pas complètement aux aspirations des nationalistes africains comme Sékou Touré qui exigent une indépendance totale et immédiate. Elle ne répond pas aussi aux aspirations du panafricain Modibo Keïta qui aimerait accéder à l'indépendance progressivement dans la communauté mais qui veut surtout une fédération de tous les pays de l'Afrique occidentale française. Son plus grand projet est l'unité africaine. Modibo exprime alors ses revendications lors du congrès du nouveau parti, le PRA, tenu du 25 au 27 juillet 1958 au Centre international en Afrique de Cotonou. Après avoir exprimé ses revendications à De Gaulle aussi, le dirigeant français lui promet alors qu'en acceptant la communauté, les territoires ont toujours le libre choix de former une fédération. C'est ainsi que le 28 septembre 1958, Modibo Keïta vote oui pour la communauté française. Le mois suivant, lors de la conférence de Bamako du 29 au 30 décembre 1958, initié par Modibo Keïta et Gabriel Darboussier, les délégués du Sénégal, du Soudan français,
de la Haute-Volta et du Dahomey établissent les fondations de la Fédération du Mali. Cette initiative est suivie le 14 janvier 1959 par la réunion de l'Assemblée constituante de la nouvelle fédération. Modibo Keïta est désigné président du gouvernement de la fédération et le voltaïque Maurice Yameogo est l'un des vice-présidents. Présentée par Doudou Thiam, la constitution de la fédération est unanimement approuvée par les 44 délégués des 4 États le 17 janvier 1959. Cependant, les Soudanais et les Sénégalais la ratifient les 21 et 22 janvier 1959, car la Haute-Volta et le Dahomey se retirent, influencés par la France et la Côte d'Ivoire, qui collaborent avec eux pour former le Conseil de l'Entente, qui n'a aucune finalité politique. Le 4 avril de cette même année, Léopold Sédar Senghor dirige l'Assemblée fédérale du Mali, qui apporte des modifications à la Constitution fédérale. L'Assemblée désigne Modibo Keïta, président du gouvernement de la Fédération du Mali, et le Sénégalais Mamadou Dia est vice-président et ministre de la Défense. Ce gouvernement est constitué le 15 avril avec 4 ministres représentant chacun des 2 pays membres. Le 15 mai 1959, Charles de Gaulle rencontre Modibo Keïta à l'Élysée et reconnaît la Fédération du Mali au sein de la communauté française. Par la suite, le 13 décembre, le président français répond favorablement devant l'Assemblée fédérale réunie à Dakar à la demande de transférer les pouvoirs de la communauté à la Fédération, exprimée le 29 septembre précédent. Les pourparlers entamés à l'hôtel de Matignon le 18 janvier 1960 aboutissent à la signature des accords sur l'indépendance de la Fédération le 4 avril 1960. Celle-ci est officiellement proclamée le 20 juin 1960 à minuit par le président de l'Assemblée fédérale, Léopold Sédar Senghor. Mais cette fédération, qui pourtant est une très bonne initiative, va très vite éclater. Modibo Keïta, en initiant la Fédération du Mali, contredit une ligne politique française, car les Français veulent balkaniser l'Afrique, et la Fédération du Mali va à contre-courant de cette politique de balkanisation. Par rapport à la guerre d'Algérie, Modibo, président du gouvernement de la Fédération, a une position bien tranchée en faveur de la libération de l'Algérie. Et directement au lendemain de l'indépendance, il prône déjà à la tête de la Fédération une monnaie commune africaine pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est encore tout l'opposé de la politique monétaire française avec le franc CFA. La Fédération du Mali devient alors dangereuse pour la France gaulliste, cette France qui est alors malheureusement très proche de Léopold Sédar Senghor. Les gaullistes encore présents à Dakar commencent alors à monter Senghor contre Modibo Keïta. Pour des raisons politiques et en présence de ministres sénégalais, Modibo Keïta destitue Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense, mais le garde toujours comme vice-président du gouvernement. Senghor et Dia, alors déjà influencés par la France, accueillent cette destitution de Dia comme une tentative de coup d'État. Modibo, connaissant déjà l'état d'esprit des Sénégalais, le 18 août 1960, il ordonne au colonel Soumaré, chef des forces armées, de mobiliser les unités de l'armée de la Fédération malienne à Podor et à Biknoma au Sénégal pour assurer la sécurité et pour empêcher une possible sécession des Sénégalais. Avec ces mouvements militaires, les doutes des Sénégalais se renforcent. Dans la nuit du 19 au 20 août 1960, Dia et Senghor, redoutant un possible coup d'État des Soudanais, regroupent tous les députés sénégalais, déclarent l'état d'urgence dans le pays et votent aussi l'indépendance immédiate du Sénégal avec pour président Léopold Sédar Senghor. Le 20 août 1960 marque alors la fin de la Fédération du Mali. Par la suite, le président Senghor sollicite l'aide des Français encore présents à Dakar. C'est ainsi que le colonel français Pierre procède à l'arrestation de Modibo Keïta et de ses camarades, alors encore présents à Dakar. Modibo Keïta écrit une lettre à Senghor dans laquelle il lui demande comment aurait-il pu commettre un coup d'État contre lui-même, car il est le président de la Fédération. Senghor ne donne aucune réponse à Modibo. Cependant, au Soudan, l'arrestation de Modibo Keïta provoque une immense agitation. Les masses se mobilisent alors pour aller libérer Modibo Keïta et ses compagnons. Face à l'ampleur de ce soulèvement populaire et pour éviter toute effusion de sang, Senghor décide de conduire Modibo Keïta et ses camarades à la frontière. De retour à Bamako, Modibo Keïta est accueilli en héros. Il se met alors directement au travail. Il rédige la Constitution et œuvrant pour l'unité africaine, il inclut dans la Constitution la possibilité pour le Mali de perdre totalement sa
souveraineté en faveur de la création des États-Unis d'Afrique. Il met en place certaines institutions de l'État et le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance de la République soudanaise qui est renommée République du Mali. Sur le plan géographique, le pays partage alors ses frontières avec la Mauritanie à l'ouest, l'Algérie au nord et nord-est, le Niger à l'est, le Burkina Faso au sud, la Guinée et la Côte d'Ivoire au sud-ouest et le Sénégal au sud-ouest. En raison de cette position géographique particulière, le Mali est souvent considéré comme le centre de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, cette localisation implique également l'absence d'accès direct à la mer, obligeant alors le pays à utiliser les ports des pays voisins pour le commerce international tels que le port de Dakar ou le port d'Abidjan. Ce facteur est crucial pour comprendre une partie des événements qui suivent. Bon, à la tête du pays, M. Keïta aligne une politique calquée sur le modèle soviétique, mais l'adapte bien cependant aux réalités maliennes. Il fait fusionner tous les partis politiques dans le pays pour la formation d'un parti politique uni. Pendant que sa volonté est exécutée, un homme s'oppose à cette idée. Il s'agit de Philippe Dabo Sissoko, très proche de la France et qui serait un franc-maçon selon le journaliste Claude Vautier, spécialiste des questions africaines. Modibo combat le néocolonialisme et très vite, il fait savoir à la France qu'il souhaite des relations d'égal à égal ou alors pas de contact. Avec ses démarches panafricanistes et son souhait d'instaurer des relations plus égalité avec la France, conduisent alors rapidement Paris mais aussi le président de la Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny à le considérer comme un homme à abattre. Malgré ces menaces, le leader malien reste concentré. Pendant que la France multiplie les bases militaires dans ses anciennes colonies pour protéger ses marionnettes au pouvoir et sécuriser les multinationales qui pillent les richesses du sous-sol, au Mali, le président Modibo Keïta demande à la France de retirer toutes ses bases militaires du pays dans les plus brefs délais. La France s'exécute mais ne pardonne pas au président malien. Sous ordre de la France, le Sénégal et la Côte d'Ivoire refusent au Mali l'accès aux ports de Dakar et d'Abidjan. Les deux pays interdisent aussi l'accès aux frontières terrestres. N'ayant pas d'accès direct à la mer, le pays rencontre un vrai problème à exporter ses matières premières et ainsi ne réussit pas à faire entrer suffisamment d'argent dans les caisses de l'État. Alors qu'elle accorde de l'aide au développement à ses anciennes colonies, elle exclut le Mali et elle manœuvre pour que aucun pays de l'Occident ne prête de l'argent au Mali. Le Mali de Modibo Keïta se retrouve alors isolé. Le président Keïta se retourne alors vers les pays de l'Est avec qui il va entretenir de très bonnes relations diplomatiques. Bien que l'esclavage soit aboli officiellement depuis le début du XXe siècle, dans certaines zones du Mali, cette pratique inhumaine est toujours pratiquée notamment avec l'appui des anciens chefs de canton. Le président Modibo Keïta commence alors à lancer de nombreuses initiatives de lutte contre l'esclavage sur toute l'étendue du territoire national. Toute personne étant impliquée dans la vente d'esclaves est arrêtée, peu importe son rang social ou sa couleur de peau. L'unité africaine, son plus grand souhait, il ne peut se permettre d'avoir des relations tendues avec les pays voisins. Il se rapproche alors de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour un accord de paix et d'aide mutuelle. Sur le continent, il noue des amitiés avec Sékou Touré de Guinée, Kwame Nkrumah du Ghana, Gabel Abdel Nasser d'Égypte, Mohamed Sen du Maroc et Ahmed Ben Bella d'Algérie. Et malgré qu'il est taxé de communiste en cette période de guerre froide, il est cependant un partisan du non-alignement. Et il défend les mouvements nationalistes sur le continent, comme le Front de Libération Nationale FLN, qui est en train de mener la guerre d'indépendance de l'Algérie contre la France coloniale. Dans le pays, le commerce est dominé par des sociétés commerciales privées, notamment françaises et libano-syriennes, qui se replient essentiellement sur les grandes villes et la capitale plus particulièrement. La distribution des marchandises de première nécessité n'est pas alors équitable à l'intérieur du pays. Pour assurer un ravitaillement sur l'ensemble du territoire national de produits essentiels comme le sucre, le sel, le savon, le lait, les allumettes, le riz, etc., le président Modibo Keïta et ses compagnons mettent alors sur place la Somiex, société malienne d'import-export qui ravitaille en produits de première nécessité tous les Maliens sur l'ensemble du territoire national et au même prix de Kidal à Kayes. On achète le savon au même prix, le riz au même prix, l'huile au même prix, le sucre au même prix, etc. L'agriculture étant la principale activité de la population active, il assoit le développement économique sur l'agriculture en accordant des subventions aux agriculteurs. Il met aussi sur pied l'UPR, une institution pour former les agriculteurs aux nouvelles méthodes agricoles. Et c'est cette structure qui va former les premiers ingénieurs agronomes du Mali. Tous les pays dont les besoins sont satisfaits essentiellement par l'apport de l'extérieur ne peuvent jamais être indépendants
indépendant. Voilà ce que Modibo Keïta a compris et il lance alors le 18 octobre 1961, à travers ce qu'il appelle le plan quinquennal, un nombre de projets afin de satisfaire les besoins internes du pays. Il fonde la Société des conserves du Mali Socoma, la Société d'exploitation des produits oléagineux du Mali CEPOM, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière SONAREM, l'Office cinématographique national du Mali OCINAM, la Société de construction radioélectrique du Mali SOCORAM, et il construit la sucrerie de Dougabougou, l'huilerie et la savonnerie de Koulikoro, la compagnie malienne du textile Comatex, la Société nationale de tabac et allumettes du Mali, la Sonatam, la Société malienne des boissons gazeuses Somalibo, la Société des ciments du Mali Socima, la Société malienne des plastiques, la Somapla, la Société malienne de fabrication d'articles métalliques, la Somafam, l'industrie malienne du cycle IMACI, la Banque de développement du Mali BDM, et sous fond de l'UNICEF, il construit l'Union laitière de Bamako. Ces industries sont donc là pour transformer une partie de ce qui est produit sur le plan agricole, pour combler les besoins de première nécessité et pour donner du travail aux Maliens. Il fonde aussi l'OPAM, une société d'État qui se charge de la commercialisation des produits de ces industries. On note également la création de plusieurs structures qui répondent aux besoins essentiels de la population, 10 hôpitaux, 300 dispensaires, 45 centres médicaux, 60 maternités, une pharmacie populaire avec des succursales dans toutes les grandes villes et dans tous les villages, 5 écoles de formation de personnel de la santé et 4 écoles d'enseignement supérieur, l'ENA, l'ENSUP, l'ENI, l'ENIA sont créées. De nombreuses écoles primaires sont construites et plusieurs lycées dont les plus connus, le lycée de Bamako, le lycée des jeunes filles de Bamako, le lycée technique, le lycée Prosper Camara, le lycée de Banankoro, le lycée de Sévaré et le lycée de Markala. Le président Modibo Keïta comprend aussi très vite l'importance de la culture dans la vie d'un peuple. Il réunit les musiciens à travers le ministère de la Culture et leur demande de développer la musique malienne. Un autre objectif du président est bien évidemment de mettre en valeur la culture malienne. Ainsi, des formations nationales comme l'ensemble instrumental national, l'orchestre national formation A et B, les ballets maliens et la semaine de la jeunesse font leur apparition. Il crée aussi l'Institut national des arts pour former des jeunes intellectuels dans le cadre de la musique malienne. Déterminé à décoloniser les mentalités et au regard de ce qui se passe dans d'autres pays, il comprend très vite que le système néocolonial du français passe aussi par l'éducation. Il supprime alors de nombreux manuels français et introduit l'histoire et la géographie africaine dans les programmes scolaires. Il va réussir à faire passer le taux de scolarisation de 7 à 25%. Bien évidemment, la France n'aime pas son régime socialiste et ses rapports avec les pays de l'Est. Mais à chaque fois que Modibo Keïta a l'occasion, il rappelle qu'il n'a de compte à rendre qu'au peuple malien et que ses principaux combats sont la décolonisation et l'unité africaine. Et pour mieux affirmer la souveraineté nationale, le 1er juillet 1962, le franc malien est créé et le pays quitte officiellement la zone franc. La principale opposition qui a avec elle certains commerçants accueille très mal la nouvelle et critique la nouvelle réforme monétaire. Le 20 juillet 1962, les dirigeants du PSP appellent les commerçants à manifester leur hostilité à la réforme monétaire. Des manifestants avec des pancartes se dirigent vers le commissariat du 1er arrondissement et l'ambassade de France en scandant « À bas le franc malien, à bas Modibo, vive le général de Gaulle ». À la suite de ces manifestations, les responsables de l'opposition, Fili Dabo Sissoko, Hamadou Ndjiko et Kassoum Touré, sont arrêtés, jugés et condamnés à la peine de mort pour tentative de déstabilisation de l'État. Les peines sont commises plus tard en prison à perpétuité par Modibo Keïta. L'année suivante, en 1963, le président Keïta est l'un des principaux artisans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine et il est même l'un des rédacteurs de la charte de l'organisation. Sur chaque situation tendue sur laquelle il a appelé à se prononcer, il se positionne toujours pour un dialogue, pour la recherche de la paix. Et en cette année de 1963, il reçoit le prix Staline pour la paix. L'année suivante, en 1964, il invite à Bamako le roi du Maroc et le président algérien pour mettre fin à la guerre des sables qui oppose les deux pays depuis 4 mois. Et c'est ainsi que le 20 février 1964, un accord de paix est trouvé entre le Maroc et l'Algérie. En août 1964, le premier ministre du Congo, Moïse Tshombe, l'un des assassins de Patrice Lumumba, expulse près de 15 000 Maliens de Léopoldville, l'actuel Kinshasa. De retour au Mali, le président œuvre pour leur réinsertion. Il offre des emplois. Les femmes enceintes ou mères célibataires reçoivent des logements et d'autres reçoivent des champs pour commencer l'agriculture.
Mais voilà, comme aucun régime n'est jamais parfait, certaines personnes du gouvernement de Keïta commencent à détourner de l'argent et bien qu'informé, le président Keïta ne prend pas de mesures. Par ailleurs, certaines industries rencontrent de problèmes techniques et l'absence de techniciens qualifiés pour réparer les machines entraîne l'arrêt de plusieurs d'entre elles pendant des mois. En conséquence, des milliers d'ouvriers se retrouvent au chômage du jour au lendemain, provoquant alors une dégradation de l'économie. Dans cette atmosphère tendue, des clans se forment au sein du parti au pouvoir et le président reçoit des conseils et rapports contradictoires, ce qui l'empêche alors de prendre de bonnes décisions. Une partie de la population commence alors à critiquer sévèrement le régime de Modibo Keïta. En 1966 au Ghana, son ami et panafricaniste Kwame Nkrumah est renversé par ses compatriotes avec l'aide de la CIA. En Guinée, son ami Sékou Touré est la cible de nombreux complots initiés par la France avec l'aide de l'opposition guinéenne. Ces événements poussent le leader malien à durcir son régime. Ainsi, le 1er mars 1966, il crée le Communauté nationale de défense de la révolution, CNDR, doté de plein pouvoir et d'une milice chargée d'arrêter toute personne suspectée de vouloir renverser Modibo Keïta. Dans cette atmosphère un peu particulière, certains proches du président quittent le pays et commencent à critiquer le régime en le traitant de semi-dictatorial. Par ailleurs, certaines personnalités du régime commencent aussi à afficher des richesses dont les origines sont très douteuses. Un an plus tard, en 1967, quelques jeunes et syndicalistes organisent de gigantesques manifestations réclamant un assainissement des structures économiques et une épuration politique. Les municipalités dont les gestions sont contestées sont dissoutes. Le Conseil national des jeunes déclenche l'opération Taxi et l'opération Villa. Il s'agit d'une campagne de saisie de véhicules et de lutte contre la spéculation foncière visant les agents de l'État qui présentent des signes extérieurs de richesse. Le président Modibo, proche des jeunes, leur promet alors de nettoyer l'administration des corrompus et des voleurs. Le 22 août 1967 commence l'an 1 de la révolution et la prise en main du pouvoir par le CNDR, impliquant ainsi la dissolution du bureau politique national et de l'Assemblée nationale. Certains députés ou alors ex-députés et anciennes personnalités du régime se rapprochent de la France gaulliste et commencent à semer la désinformation en lançant une série de déclarations mensongères contre le président. Cette campagne de diffamation entraîne une désaffection croissante d'une partie de la population envers le président. C'est dans ce contexte que le 19 novembre 1968, alors qu'il se trouve en déplacement dans une petite ville du pays, Modibo Keïta a informé qu'un coup d'état militaire est en cours. Il prend la décision de désarmer sa garde rapprochée et déclare qu'il n'y aura pas d'affrontement. Il refuse qu'une seule goutte de sang malien soit versée pour le maintenir au pouvoir. Il se rend au putschiste alors dirigé par le lieutenant Moussa Traoré qui va l'envoyer en prison à Kidal. Modibo Keïta est froidement assassiné le 16 mai 1977. Dans l'après-midi de ce 16 mai 1977, Radio Mali diffuse un communiqué annonçant, je cite, Modibo Keïta, ancien instituteur à la retraite, est décédé des suites d'un œdème aigu des poumons. Fin de citation. Ces obsèques au cimetière d'Amdalaï donnent lieu à d'importantes manifestations réprimées violemment par les services de sécurité dirigés alors par Tiekoro Bakayoko. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à Radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta qui ne convainc heureusement personne. Modibo Keïta est réhabilité en 1992 à la chute du régime de Moussa Traoré par le président Alpha Oumar Konaré. Le mémorial Modibo Keïta est inauguré à Bamako le 6 juin 1999. Pendant son régime, il n'a pas détourné l'argent du gouvernement. Il n'a mis aucun membre de sa famille dans son gouvernement. Sa fortune était de 300 000 francs maliens à son arrestation. L'expérience menée au Mali de 1960 à 1968 est très enrichissante. Le pays en a connu d'autres depuis. On peut raisonnablement penser que les Maliens sauront tirer toutes les leçons de leur histoire récente. Le président Modibo Keïta, premier président du Mali, était un patriote émérite. Il avait une foi inébranlable au destin de son pays. Ses idéaux d'indépendance nationale, de justice sociale, de liberté et de paix constituent un message fort pour la jeunesse africaine. Nous arrivons alors à la fin de cette vidéo. Merci pour tout le soutien. Je suis conscient de ne pas avoir donné assez de détails dans cette vidéo. Je vous prie alors de faire des compléments d'information et de donner aussi vos avis en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, c'était l'histoire de Modibo Keïta.